En 1980, Vicky Lyons, alors âgée de 4 ans, a été retrouvée inconsciente sur un parking entre la vie et la mort. Personne n'avait rien vu. Personne ne savait ce qui s'était réellement passé. Mais la mère de Vicky était bien déterminée à faire la lumière sur ce qui était arrivé à sa fille. Ils forment une famille extraordinaire. Un couple aux cheveux noirs jais et leur merveilleuse petite fille. J'emmène Devon faire des courses. En 1995, la mère et la fille partent faire quelques courses et disparaissent sans laisser de traces. Leurs recherches vont projeter les enquêteurs dans un univers tourmenté, chimérique et pervers. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. Au menu de cette émission, je vous propose 2 histoires hors du commun. L'affaire que je vous invite à suivre maintenant est un hymne à l'amour maternel. En effet, nous allons voir comment, face à l'indifférence générale, une femme ordinaire a mobilisé pendant des années tout son temps et toute son énergie pour que justice soit rendue à sa fille. L'ouest du Texas est une région très peu urbanisée. Ces terres sont arides et s'étendent à perte de vue. Quelques puits de pétrole et quelques champs de coton parsèment çà et là le paysage. À l'intersection de l'autoroute 20 et de la route 87 se trouve la petite ville de Big Spring. Ici, lorsque la fanfare du lycée est conviée au tournoi national, ça fait la une de la gazette locale. La gazette en question s'appelle le Big Spring Herald et fait la chronique de tous les événements de la ville, de quelque envergure qu'ils soient. J'étais au service de la distribution. J'aimais bien mon travail. Je connaissais tout le monde là-bas. En 1980, Crystal Lyons vit à Big Spring avec Bill, son époux, et leur fille Vicky, âgée de 4 ans. Elle était très calme et n'aimait pas se salir. Quand on lui enlevait ses chaussures, elle faisait un pas et se frottait les mains, puis les pieds, avant de faire un autre pas. Elle aimait être propre. À l'époque, Crystal est souvent partagée entre son travail et son rôle de mère. Un jour, la babysitter lui fait faux bond, mais son patron ne veut rien entendre. Je lui ai dit que je n'avais personne pour garder Vicky. Et il m'a répondu que si je ne venais pas travailler, je serais renvoyée. Elle décide alors d'emmener Vicky avec elle au travail, comme il lui est déjà arrivé de le faire auparavant. Ses collègues adorent la fillette et Crystal fait de son mieux pour travailler tout en la surveillant. Alors qu'elle apporte les journaux sur le quai de chargement pour la livraison de l'après-midi, elle rencontre le révérend J.B. Hardman. Chaque fois que j'étais en ville, j'allais là-bas pour avoir le journal plus tôt. Je passais avant que la livraison ne commence. Au moment où les véhicules de livraison quittent le quai, Crystal entend son supérieur dire à Vicky d'aller jouer dehors, sur le parking. J'étais sur le point de lui dire que cette situation me gênait et que je préférais rentrer chez moi, quoi qu'il en pense. Mais elle n'en a pas le temps. Il est déjà trop tard. Vicky est étendue au sol, inanimée. Elle avait été renversée. Je l'ai vue de loin. Lorsque Crystal arrive auprès d'elle, Vicky est inconsciente et ne respire plus. Personne n'était là au moment de l'accident et rien ne permet de déterminer ce qui s'est passé. Vicky est emmenée d'urgence à l'hôpital d'Odessa, situé à environ 1 heure de Big Spring. Crystal suit l'ambulance en voiture. Mais le sort s'acharne et l'ambulance tombe subitement en panne. On suivait l'ambulance et tout à coup elle a ralenti. On a dû faire un écart pour éviter de la percuter.
L'ambulance arrive enfin à l'hôpital et Vicky est immédiatement envoyée en soins intensifs. C'est là que je me suis rendu compte de la gravité de la situation et que peut-être elle ne survivrait pas. Bill et moi n'avions qu'elle. C'était très dur. Quand on nous a enfin laissé la voir, elle était dans le coma. Puis elle s'est mise à vomir du sang. Alors on a dû sortir. Ça faisait à peine 2 minutes qu'on était là. En sortant de la chambre, ils remarquent des traces suspectes sur le visage de leur fille. J'ai demandé, ce sont des traces de pneus? Et on m'a répondu que oui. Heureusement, Crystal a la présence d'esprit de photographier ces traces avant qu'elles ne disparaissent du visage de sa fille. Sans cette photo, ce qui va suivre ne serait peut-être jamais arrivé. Pendant que Crystal veille sur sa fille plongée dans le coma, les officiers de police interrogent tous les employés du Big Spring Herald. Mais personne n'a rien vu. La police lance une alerte générale à l'encontre du révérend Hardman. Plusieurs personnes l'ont vu quitter le parking à vive allure quelques minutes avant que l'on retrouve Vicky étendue au sol. J'étais en retard. Comme je n'avais pas encore déjeuné, je suis allé acheter un plat à emporter. Ensuite, je suis passé prendre le journal et je me suis dépêché de partir. Hardman est un homme d'église, mais il gagne sa vie en transportant du poisson dans son camion. Il est arrêté par la police dans une ville voisine appelée Snyder. Ils ont dit, vous êtes en état d'arrestation pour avoir roulé sur une petite fille et pour délit de fuite. N'en croyez pas mes oreilles. Depuis sa cellule, le révérend Hardman entend un officier de police parler au téléphone. Il a dit à un officier de Big Spring, « J'ai passé le camion au peigne fin et je n'ai trouvé qu'une toute petite trace de sang. » J'ai été choqué d'entendre ça. Le révérend Hardman est-il coupable d'avoir grièvement blessé la petite fille? Il a été jeté en prison, sans que des témoignages dignes de foi aient été recueillis sur les lieux du drame, sans que la trace de sang retrouvée sur le bas de caisse de son pick-up ait été analysée, comme si la police avait trouvé sans le chercher le suspect idéal. Elle interrompt brusquement son enquête, abandonnant Vicky aux mains des médecins. Vicky passe 3 semaines dans le coma. Son crâne et l'un de ses yeux ont été gravement endommagés. Elle ne peut ni parler, ni même marcher. Avec le temps, l'état de santé de Vicky s'améliore. Un jour, Crystal emmène Vicky au Big Spring Herald pour donner de ses nouvelles aux employés. Mais lorsque l'un des collègues de Crystal se penche par la vitre pour lui dire bonjour, Vicky est prise de panique. C'est la première fois qu'elle parle depuis l'accident. Elle s'est mise à lancer des coups de pied dans le vide et à hurler. C'était un signe qu'elle retrouvait la parole, même si pour l'instant cela se résumait à un petit cri aigu. Mais Vicky n'est pas en état d'expliquer sa réaction. Crystal décide alors de mener sa propre enquête. Elle pense que ce sont les marques retrouvées sur le visage de Vicky et que les médecins ont identifiées comme étant des traces de pneus qui lui permettront de découvrir ce qui s'est réellement passé. Je me suis demandé comment ferait la police. Elle fait une liste de tous les véhicules qu'elle se souvient avoir vus sur le parking avant l'accident. Il lui faut ensuite trouver un moyen de comparer les traces laissées sur le visage de Vicky aux empreintes des pneus de ces véhicules.
Elle décide donc de passer du cirage noir sur chacun de ses pneus et y applique ensuite une feuille de papier blanc. Elle prend bien soin de noter à quel véhicule appartiennent chacune des empreintes ainsi relevées. Elle prend au total 9 empreintes provenant de 3 véhicules différents, 2 camionnettes et un pick-up. Elle montre ensuite ces indices aux forces de police. Je leur ai dit, vous vous êtes trompés. Vous avez arrêté un vieil homme noir qui n'a jamais fait de mal à personne. Il faut que vous répariez cette erreur. Après avoir interrogé le révérend Hardman, le grand jury décide de ne pas l'inculper. La tache retrouvée sur son camion s'est avérée être du sang de poisson. Crystal non plus ne croit pas en sa culpabilité. Mais la police refuse d'approfondir l'enquête, estimant que l'affaire relève du civil et non du criminel. Au moment des faits, le parking du Big Spring Herald n'était qu'une sorte de terrain vague. Il est possible qu'un chauffeur ait roulé sur Vicky en pensant que ce n'était qu'une bosse ou un trou dans le sol. Le temps qu'ils arrivent sur le parking, il n'y avait plus aucun véhicule en vue. En fait, il n'y avait aucun témoin. Crystal passe 3 années à veiller sur sa fille pour l'aider à guérir, sans que personne dans la petite ville de Big Spring ne daigne lui venir en aide. Crystal Lyons est désespérément seule face à l'indifférence de la population et à l'inertie de la police. Le révérend Hardman ayant été disculpé, le coupable est vraisemblablement le propriétaire de l'un des véhicules qui était garé sur le parking du journal juste avant le drame. La réaction de Vicky à la vue de l'un des collègues de sa mère est par ailleurs intrigante. Pourquoi a-t-elle eu un mouvement de recul et une peur soudaine? Est-ce la voiture de cet homme qui l'a percutée? Crystal ne dispose pas des connaissances techniques suffisantes pour exploiter correctement les empreintes de pneus qu'elle a prélevées sur les 3 véhicules suspects. Mais, oui, qui pourrait bien lui venir en aide? Un jour, elle tombe sur un article au sujet d'un homme que l'on surnomme le Sherlock Holmes du pneu. Pour Crystal, c'est une chance inespérée. Peter MacDonald est l'auteur d'un livre sur les empreintes de pneus. Avant cela, il était concepteur en chef des pneus Firestone. Il a également apporté sa contribution à plusieurs affaires policières et a enseigné au centre de formation du FBI. Après avoir lu cet article, Crystal Lyons décide de le contacter par téléphone. Elle lui raconte l'histoire de sa fille en détail et lui parle des photos qu'elle a prises et qui semblent mettre en évidence des traces de pneus. Par chance, les empreintes de pneus dans la peau sont un sujet que MacDonald connaît assez bien. J'ai été très ému en voyant ces marques comme tatouées sur son front. Il examine les indices collectés par Crystal et décide de lui venir en aide. C'est formidable qu'elle ait eu l'idée de relever les empreintes des véhicules suspects. Même les forces de police n'y pensent pas automatiquement sur les scènes de meurtre. Crystal a noté sur chaque empreinte le pneu auquel elle correspond ainsi que la date. J'ai immédiatement éliminé 2 des véhicules. L'un était équipé de sortes de pneus neige. L'autre portait des sculptures en forme d'éclairs qui ne correspondaient pas aux marques trouvées sur le front de Vicky. Mais les 3 dernières empreintes retiennent son attention. Ce sont des Golden Sonic 78, un modèle rare que l'on ne trouve plus dans le commerce. Ceux-ci ressemblent beaucoup aux traces sur le front de Vicky, mais MacDonald n'est pas certain qu'ils soient de la même taille. Chaque modèle de pneu existe en 12 tailles différentes.
Je devais donc m'assurer non seulement qu'ils étaient de la même marque et du même fabricant, mais aussi que la taille était la bonne. Mais les photos de Crystal ne comportent pas d'échelle. Comment déterminer la taille des marques trouvées sur le visage de Vicky il y a 3 ans? Si 3 ans plus tôt, Crystal Lyons a eu la présence d'esprit de photographier le visage meurtri de sa fille après l'accident, elle a omis de joindre aux photos une indication d'échelle. Dans ces conditions, il est impossible à l'expert d'identifier formellement le pneu et de confondre le propriétaire du véhicule incriminé. Crystal prend une autre photo de Vicky en notant cette fois l'échelle de représentation. C'est au cours des 3 premières années de la vie que le crâne humain se développe le plus rapidement. Mais entre 4 et 7 ans, la distance entre les yeux et la bouche ne change pas. En se basant sur ces données, McDonald peut établir un ordre de grandeur lui permettant de comparer ces 2 photos de façon rigoureuse. Les petites lignes sur le front de Vicky sont dues aux lamelles. Il s'agit des petites entailles pratiquées sur la bande du pneu pour en améliorer l'adhérence. Ces lamelles sont très utiles, car elles permettent de déterminer l'indice d'usure du pneu. Les lamelles sont dessinées grâce à de petites plaques placées à l'intérieur du moule. Afin de renforcer le pneu, ces plaques présentent parfois des indentations, formant ainsi de petites bosses de caoutchouc que l'on appelle des barrettes. Avec l'usure, ces barrettes deviennent apparentes et l'empreinte du pneu s'en trouve ainsi modifiée. McDonald constate que les lamelles ont laissé des marques discontinues sur le front de Vicky. Il en conclut que l'usure du pneu devait être d'environ 5 centièmes de millimètre. 2 des Sonic 78 sont très peu usés et peuvent donc être éliminés. Mais la dernière empreinte présente le même degré d'usure et a la même taille que le pneu mis en cause. Comme une empreinte digitale désigne sans risque d'erreur celui auquel elle appartient, les traces de pneus peuvent permettre aux enquêteurs d'identifier avec certitude un véhicule qui aurait été utilisé sur une scène de crime. Pour aider les experts dans leurs investigations, la police canadienne a constitué une banque de données informatiques. Elle répertorie plus de 1200 modèles de pneus différents et elle est aujourd'hui suffisamment fiable pour permettre de confondre assassins et cambrioleurs. McDonald pense que c'est un employé du journal au volant d'un des camions de livraison qui a roulé sur la petite Vicky. Cet employé, que nous appellerons Bob Jones, n'est autre que celui qui s'était penché à la portière pour dire bonjour et dont Vicky semblait avoir une peur panique. En 1985, considérant que Bob Jones n'a pas pris les précautions nécessaires en manœuvrant son camion sur le parking, Crystal Lyons intente un procès au Big Spring Herald. Cet accident malheureux est à l'origine de troubles neurologiques irréversibles chez Vicky. Et Crystal tient à ce que justice soit faite. Vicky Lyons a dû subir des dizaines d'interventions chirurgicales car l'accident avait gravement altéré son ouïe, sa vue et son sens de l'équilibre. Cependant, ses parents ont pu la scolariser. On me demande souvent si je suis une attardée mentale ou si j'ai fait une attaque. Mais ça ne me dérange pas. Je préfère que les gens me posent des questions plutôt qu'ils s'asseyent et se mettent à me dévisager. Je ne pouvais pas me résoudre à faire ce que les médecins me disaient, à savoir la mettre dans un fauteuil roulant et baisser les bras. C'est ma fille, je l'aime. Crystal Lyons déclare que ce ne sont pas seulement les raisons financières qui l'ont poussée à intenter un procès au Herald. Elle voulait que le journal reconnaisse sa part de responsabilité dans l'accident qui a tant coûté à sa fille. Je voulais que tout le monde sache la vérité. Mais pour que Vicky puisse recevoir les soins médicaux appropriés, pour qu'elle continue à progresser,
et à vivre correctement, il nous fallait de l'argent. Vicky essaye de ne pas penser à l'accident, mais il est gravé dans sa mémoire. Le patron de ma mère m'a dit d'aller jouer dans le parking. Alors j'ai pris mes jouets et je suis allée derrière le camion pour jouer à la dinette dans le sable. Le jour de l'accident, Bob Jones est pressé. Il roule sur Vicky en faisant marche arrière sur le terrain vague qui sert de parking. Et ce, sans même s'en apercevoir. Je l'ai vu regarder dans son rétroviseur. Mais je n'ai pas eu le temps de réagir. Je n'avais que 4 ans, je ne savais pas quoi faire. Avant même que le procès n'ait lieu, Jones savait que c'était peut-être lui qui avait roulé sur la fillette. Il a dit à Crystal qu'il n'était pas sûr d'être le coupable, mais que si c'était effectivement lui, alors il en était désolé. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est du passé. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais je le pardonne. Parce que je n'ai pas le droit de le juger. Il faut qu'il assume son acte. Le Big Spring Herald tient à régler l'affaire au plus vite. Pour ce faire, il propose aux Lions l'équivalent de 600 000 € destinés à financer les soins dont Vicky aura besoin tout au long de sa vie. Crystal accepte l'offre, mais exige une chose. Elle souhaite qu'on lui accorde un quart d'heure dans le bureau du juge pour qu'elle et sa fille puissent s'entretenir avec l'un des représentants du journal, en privé. J'ai demandé à Vicky ce qu'elle avait à lui dire. Et elle a lancé « Vous avez détruit ma vie ». C'est ça qui a mis fin à l'affaire. Le Big Spring Herald n'a pas fait la chronique de cette affaire. Le journal a changé de propriétaire et tout le personnel a été remanié. C'est elle qui a eu l'idée de prendre la photo. C'est elle qui a eu l'idée de relever les empreintes des pneus. C'est elle qui a eu l'idée de contacter Peter McDonald. Sans elle, je suis persuadé que rien de tout cela n'aurait été possible. Peter McDonald est plus qu'un expert médico-légal. C'est aussi un artiste. Ses peintures et ses esquisses ornent les murs de sa maison. Certaines de ses œuvres s'inspirent de nombreuses enquêtes qu'il a aidé à résoudre. L'une d'elles a été réalisée à partir de la photo d'une petite fille qu'il n'a jamais rencontrée. Au cours de ces 20 dernières années, il s'est souvent demandé ce qu'elle était devenue. Ce genre d'affaires comporte toujours une lourde charge émotionnelle. Crystal a pris toutes les dispositions nécessaires pour que Vicky reçoive les meilleurs soins médicaux possibles. C'est ainsi qu'elle a réappris à parler et à marcher. Même si Vicky tente d'oublier l'accident, elle ne peut ignorer le lourd fardeau qui pèse sur elle depuis ce jour. J'aime sortir de chez moi, mais je le fais rarement. Parce que je n'aime pas sentir le regard des autres. Il me met mal à l'aise. Mais Vicky envisage de sortir de chez elle plus souvent. Elle a terminé le lycée et souhaite aller à l'université. Quant à Crystal, aujourd'hui divorcée, elle est déjà inscrite à l'université de Denver, où elle étudie la médecine légale. C'est très bien. Je suis persuadé qu'elle aura de bonnes notes au cours sur le relevé d'empreintes. En dépit des innombrables obstacles auxquels elle s'est heurtée, Crystal Lyons n'a pas baissé les bras. Seule contre tous, elle s'est acharnée pendant des années à mener son enquête pour connaître la vérité.
dans l'espoir aussi d'obtenir des réparations afin de faire opérer sa fille et de lui permettre de recouvrer une partie de ses facultés. Eh bien, grâce à la persévérance de sa mère, Vicky a ainsi pu retrouver l'usage de la marche et de la parole. La fin de cette histoire est à la fois étonnante et tragique. Après avoir été étudiante en communication à l'Institut des Arts de Charlotte, dans l'État de Caroline du Nord, Vicky est devenue, tenez-vous bien, championne de catch. La découverte de cette activité a été pour elle une révélation et elle n'a pas tardé à y exceller. Ce sport violent a-t-il agi sur elle à la manière d'une thérapie? A-t-il aussi contribué à aggraver les lésions neurologiques dont elle souffrait? Vicky Lyons est prématurément décédée le 9 juin 2011. Elle est âgée de 34 ans. Mais passons maintenant à notre second. En 1980, Vicky Lyons, alors âgée de 4 ans, a été retrouvée inconsciente sur un parking entre la vie et la mort. Personne n'avait rien vu. Personne ne savait ce qui s'était réellement passé. Mais la mère de Vicky était bien déterminée à faire la lumière sur ce qui était arrivé à sa fille. Ils forment une famille extraordinaire. Un couple aux cheveux noirs jais et leur merveilleuse petite fille. J'emmène Devon faire des courses. En 1995, la mère et la fille partent faire quelques courses et disparaissent sans laisser de traces. Leurs recherches vont projeter les enquêteurs dans un univers tourmenté, chimérique et pervers. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. Au menu de cette émission, je vous propose 2 histoires hors du commun. L'affaire que je vous invite à suivre maintenant est un hymne à l'amour maternel. En effet, nous allons voir comment, face à l'indifférence générale, une femme ordinaire a mobilisé pendant des années tout son temps et toute son énergie pour que justice soit rendue à sa fille. L'ouest du Texas est une région très peu urbanisée. Ses terres sont arides et s'étendent à perte de vue. Quelques puits de pétrole et quelques champs de coton parsèment çà et là le paysage. À l'intersection de l'autoroute 20 et de la route 87 se trouve la petite ville de Big Spring. Ici, lorsque la fanfare du lycée est conviée au tournoi national, ça fait la une de la gazette locale. La gazette en question s'appelle le Big Spring Herald et fait la chronique de tous les événements de la ville, de quelque envergure qu'ils soient. J'étais au service de la distribution. J'aimais bien mon travail. Je connaissais tout le monde là-bas. En 1980, Crystal Lyons vit à Big Spring avec Bill, son époux, et leur fille Vicky, âgée de 4 ans. Elle était très calme et n'aimait pas se salir. Quand on lui enlevait ses chaussures, elle faisait un pas et se frottait les mains, puis les pieds, avant de faire un autre pas. Elle aimait être propre. À l'époque, Crystal est souvent partagée entre son travail et son rôle de mère. Un jour, la babysitter lui fait faux bond, mais son patron ne veut rien entendre. Je lui ai dit que je n'avais personne pour garder Vicky. Et il m'a répondu que si je ne venais pas travailler, je serais renvoyée. Elle décide alors d'emmener Vicky avec elle au travail, comme il lui est déjà arrivé de le faire auparavant. Ses collègues adorent la fillette et Crystal fait de son mieux pour travailler tout en la surveillant. Alors qu'elle apporte les journaux sur le quai de chargement pour la livraison de l'après-midi, elle rencontre le révérend J.B. Hardman. Chaque fois que j'étais en ville, j'allais là-bas pour avoir le journal plus tôt. Je passais avant que la livraison ne commence.
Au moment où les véhicules de livraison quittent le quai, Crystal entend son supérieur dire à Vicky d'aller jouer dehors, sur le parking. J'étais sur le point de lui dire que cette situation me gênait et que je préférais rentrer chez moi, quoi qu'il en pense. Mais elle n'en a pas le temps. Il est déjà trop tard. Vicky est étendue au sol, inanimée. Elle avait été renversée. Je l'ai vue de loin. Lorsque Crystal arrive auprès d'elle, Vicky est inconsciente et ne respire plus. Personne n'était là au moment de l'accident et rien ne permet de déterminer ce qui s'est passé. Vicky est emmenée d'urgence à l'hôpital d'Odessa, situé à environ 1 heure de Big Spring. Crystal suit l'ambulance en voiture. Mais le sort s'acharne et l'ambulance tombe subitement en panne. On suivait l'ambulance et tout à coup elle a ralenti. On a dû faire un écart pour éviter de la percuter. L'ambulance arrive enfin à l'hôpital et Vicky est immédiatement envoyée en soins intensifs. C'est là que je me suis rendu compte de la gravité de la situation et que peut-être elle ne survivrait pas. Bill et moi n'avions qu'elle. C'était très dur. Quand on nous a enfin laissé la voir, elle était dans le coma. Puis elle s'est mise à vomir du sang. Alors on a dû sortir. Ça faisait à peine 2 minutes qu'on était là. En sortant de la chambre, ils remarquent des traces suspectes sur le visage de leur fille. J'ai demandé, ce sont des traces de pneus? Et on m'a répondu que oui. Heureusement, Crystal a la présence d'esprit de photographier ces traces avant qu'elles ne disparaissent du visage de sa fille. Sans cette photo, ce qui va suivre ne serait peut-être jamais arrivé. Pendant que Crystal veille sur sa fille plongée dans le coma, les officiers de police interrogent tous les employés du Big Spring Herald. Mais personne n'a rien vu. La police lance une alerte générale à l'encontre du révérend Hardman. Plusieurs personnes l'ont vu quitter le parking à vive allure quelques minutes avant que l'on retrouve Vicky étendue au sol. J'étais en retard. Comme je n'avais pas encore déjeuné, je suis allé acheter un plat à emporter. Ensuite, je suis passé prendre le journal et je me suis dépêché de partir. Hardman est un homme d'église, mais il gagne sa vie en transportant du poisson dans son camion. Il est arrêté par la police dans une ville voisine appelée Snyder. Ils ont dit, vous êtes en état d'arrestation pour avoir roulé sur une petite fille et pour délit de fuite. N'en croyez pas mes oreilles. Depuis sa cellule, le révérend Hardman entend un officier de police parler au téléphone. Il a dit à un officier de Big Spring, « J'ai passé le camion au peigne fin et je n'ai trouvé qu'une toute petite trace de sang. » J'ai été choqué d'entendre ça. Le révérend Hardman est-il coupable d'avoir grièvement blessé la petite fille? Il a été jeté en prison, sans que des témoignages dignes de foi aient été recueillis sur les lieux du drame, sans que la trace de sang retrouvée sur le bas de caisse de son pick-up ait été analysée, comme si la police avait trouvé sans le chercher le suspect idéal. Elle interrompt brusquement son enquête, abandonnant Vicky aux mains des médecins. Vicky passe 3 semaines dans le coma. Son crâne et l'un de ses yeux ont été gravement endommagés. Elle ne peut ni parler, ni même marcher. Avec le temps, l'état de santé de Vicky s'améliore. Un jour, Crystal emmène Vicky au Big Spring Herald pour donner de ses nouvelles aux employés. Mais lorsque l'un des collègues de Crystal se penche par la vitre pour lui dire bonjour,
Vicky est prise de panique. C'est la première fois qu'elle parle depuis l'accident. Elle s'est mise à lancer des coups de pied dans le vide et à hurler. C'était un signe qu'elle retrouvait la parole, même si pour l'instant cela se résumait à un petit cri aigu. Mais Vicky n'est pas en état d'expliquer sa réaction. Crystal décide alors de mener sa propre enquête. Elle pense que ce sont les marques retrouvées sur le visage de Vicky et que les médecins ont identifiées comme étant des traces de pneus qui lui permettront de découvrir ce qui s'est réellement passé. Je me suis demandé comment ferait la police. Elle fait une liste de tous les véhicules qu'elle se souvient avoir vus sur le parking avant l'accident. Il lui faut ensuite trouver un moyen de comparer les traces laissées sur le visage de Vicky aux empreintes des pneus de ces véhicules. Elle décide donc de passer du cirage noir sur chacun de ses pneus et y applique ensuite une feuille de papier blanc. Elle prend bien soin de noter à quel véhicule appartiennent chacune des empreintes ainsi relevées. Elle prend au total 9 empreintes provenant de 3 véhicules différents, 2 camionnettes et un pick-up. Elle montre ensuite ces indices aux forces de police. Je leur ai dit, vous vous êtes trompés. Vous avez arrêté un vieil homme noir qui n'a jamais fait de mal à personne. Il faut que vous répariez cette erreur. Après avoir interrogé le révérend Hardman, le grand jury décide de ne pas l'inculper. La tache retrouvée sur son camion s'est avérée être du sang de poisson. Crystal non plus ne croit pas en sa culpabilité. Mais la police refuse d'approfondir l'enquête